Ben moi, ça fait un moment que je suis dans la mission aussi sur la Boulboula, depuis le début à peu près. Et, euh, et même avant ça, je faisais une thèse sur l'Éthiopie. Déjà, j'avais commencé ma thèse. J'avais déjà en fait commencé un master en 2008 sur des sites qui sont très près d'ici, très près des Zouaï, du village de Zouaï, à peu près 8 km, quelque chose comme ça, mais sur des périodes plus anciennes. Et quand François du coup a commencé sa mission LSA à Zouaï, et ben, c'était une opportunité pour moi aussi de voir un petit peu plus ce qu'il y avait comme archéologie dans le paysage, même si c'est des périodes un peu plus récentes. Et voir éventuellement le lien qu'il y a entre les habitations anciennes, Middle Stone Age, qui sont dans les hauteurs, et ce qui se passe dans les plaines, probablement plus récemment. Quand le lac se retire, du coup, les gens du Middle Stone Age pouvaient occuper aussi les plaines, et c'est assez intéressant d'un point de vue archéologique de voir cette succession dans le paysage. Voilà, donc c'est un peu pour ça que je suis là. Ce qui change énormément, je trouve, c'est que ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est souvent des sites de plein air. Alors qu'en Europe, on fouille quand même assez souvent des sites en grotte ou en abri. Et ça change quand même complètement la conception des habitations, des occupations anciennes, et aussi comment appréhender d'un point de vue méthodologique les sites archéologiques. Et ça ne va pas être non plus les mêmes résolutions et les mêmes résolutions, parce qu'on ne va pas avoir forcément des successions d'occupations sur, je ne sais pas, plusieurs mètres, avec des occupations qui se succèdent. D'année en année. Voilà, oui, ou de période en période. On va plutôt faire ce qu'on appelle la chronologie relative. Alors on va comparer sur des distances assez grandes des sites plus anciens, plus récents. Mais ils ne vont pas se succéder dans un même endroit, forcément. Ce qui fait que il faut avoir de très bons géologues aussi qui comprennent bien le paysage pour pouvoir associer ces sites et pouvoir voir leur chronologie. Ouais. Et ça, je trouve ça très, très intéressant en tant qu'expérience de terrain, ouais, de faire ce genre d'approche ici, en Éthiopie. En général, moi, la première impression, c'est de me dire toujours que le paysage a énormément changé, en fait, depuis les époques d'occupation. Et surtout dans la vallée du Rift, avec le volcanisme, il peut y avoir des volcans qui ont complètement disparu, qui existaient à l'époque des occupations, et d'autres qui sont apparus depuis, et c'est quand même des phénomènes qui marquent énormément le paysage. Et quand j'arrive sur un site, la première chose que je me dis, c'est très beau, mais c'était probablement pas du tout le paysage qu'ils avaient à l'époque. Ce que j'attends de la fouille, c'est d'avoir en effet des collections archéologiques qui peuvent me renseigner sur des spots d'occupation à un moment donné. Et moi, bien sûr, je suis plutôt intéressée par le matériel lithique, et on a vraiment la chance que ce soit bien conservé d'habitude. Et d'arriver à comprendre comment ils fabriquaient leurs outils pour leur subsistance dans ces milieux-là. Et aussi, moi je suis très intéressée par comment ça change à travers le temps. Donc dans des paysages qui sont changeants, mais qui restent quand même dans ce rift éthiopien, quelles sont les solutions qui ont été inventées au cours du temps comme solution pour la subsistance, donc la chasse, la pêche, racler des pots, tout ça. Et je trouve ça très intéressant de voir comment ça change. Et ce qui est très intéressant ici aussi, c'est qu'ils utilisent à travers le temps quasiment toujours la même matière première, donc l'obsidienne. Et donc
on ne peut pas s'appuyer sur la matière première comme élément de changement technologique. Alors que c'est une des choses qu'on voit en Europe, mais aussi en Afrique du Sud, où il y a plusieurs matières premières et il y a probablement un lien entre les changements technologiques, l'accessibilité des matières premières, le choix des matières premières et tout ça. Là, on a la même matière première, on a on a des solutions techniques très différentes. Voilà, c'est ce que j'attends moi quand j'arrive sur un site, c'est de voir là ce qui se passe, mais aussi par rapport aux autres sites. Ouais, c'est dommage parce que c'est un site très très intéressant pour une période qu'on connaît très très mal. Et donc là, on avait trouvé un spot en effet avec une concentration de matériel impressionnante. Sur un quart de mètre carré sur 5 cm. On a beaucoup de matériel et voilà, en revenant un matin sur le site pour finir ces couches très riches, en effet, il y a une grosse partie de la corniche où était le matériel qui avait été enlevé, ouais, par un petit garçon qui s'est ensuite excusé. Ouais, mais bon, en même temps, quelque part, je peux le comprendre puisque c'est quand même quelque chose d'assez abstrait ce qu'on fait. Donc de ne pas forcément évaluer l'importance de ce qu'on fait. Et cette importance, elle est toujours assez relative par rapport au mode de vie des gens ici et leurs préoccupations quotidiennes. Ce qu'on fait ici, pour moi, mon aventure archéologique, elle ne s'arrête pas du tout au site. Elle est aussi, je trouve, elle est aussi... ce qui m'intéresse aussi dans ces missions-là, c'est aussi de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de comprendre certaines logiques. Puis c'est des gens très sympathiques. Et j'ai toujours un sentiment un peu bizarre de débarquer avec un gros groupe d'Européens et de fouiller des sites, le passé de ces gens-là aussi. C'est le nôtre, mais aussi le leur. Et de pas... Et de rester complètement isolé. Donc moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien aller discuter avec des gens et je suis assez curieuse sur la culture en général. Du passé mais aussi du présent. Ouais, il faut quand même il faut être assez préparé à avoir des imprévus et avoir des conditions de logement, peut-être de travail qui sont quand même assez dures. Il faut pas être trop regardant sur le côté hygiénique ou tout ça, oui. Il faut quand même être assez souple, je crois. Souple d'esprit et assez solide pour fouiller. C'est quand même très fatigant. Et puis même, comme beaucoup de gens ne parlent pas forcément anglais, du coup, il faut aussi être préparé à pas pouvoir toujours communiquer avec les gens comme on espérerait le faire. Ou gérer ses frustrations aussi, voilà. Ouais. Je crois qu'il faut une certaine personnalité pour le faire, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais je crois qu'une fois qu'on se met en mode, on est dans le pays, une fois qu'on a accepté de s'intégrer, je crois que c'est beaucoup plus facile. Ouais. Moi, ça a été le coup de foudre dès le début, l'Éthiopie. C'est vraiment un pays que j'aime énormément. Et autant pour son archéologie que pour les gens qui y vivent. La culture qui est très forte. Des gens très curieux, qui rigolent beaucoup, qui dansent. Très pieux aussi, très religieux. Ça c'est un peu moins mon domaine, mais ouais, cette culture très forte me plaît beaucoup. Ouais. Et la condition de la femme ? Ouais, ça c'est un truc qui bloque pas mal. Ouais. Ouais. Ça, surtout là où on travaille en ce moment, là, à la Boulboula, c'est vrai qu'on voit quand même très bien qu'il y a un problème avec la condition de la femme. C'est quand même toujours les petites fillettes et les femmes qui vont chercher l'eau. Et elles s'arrêtent très peu pour nous regarder, pour les fouilles, parce qu'elles sont chassées directement par les hommes ou même par les petits garçons. Et ce qui m'a marqué, c'est que moi, en tant que femme qui fouille, du coup, on m'a traduit ça. Les hommes sont intéressés parce qu'ils trouvent que je suis une femme forte,
Ouais, parce que je travaille assez dur pendant la journée. Alors c'est ça leur critère, c'est ça le critère qu'ils prennent comme le critère pour avoir une bonne femme, alors que les femmes éthiopiennes sont les plus belles du monde, quoi. Mais voilà, leur critère, c'est non, il faut une femme forte qui puisse travailler très dur à côté de faire des enfants, de préparer à manger, de tout le quotidien aussi. Ça fait pas trop rêver, quoi, je dois dire. Mais c'est vrai, ouais, la condition de la femme, c'est un vrai problème. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui est lié aussi aux religions. Voilà, quand c'est des chrétiens orthodoxes, la femme n'a pas le droit de s'approcher de l'eau bénite et ce genre de choses. Donc il y a quand même une vraie ségrégation qui vient déjà de ce côté-là. Ouais. Je suis assez émotive aussi et donc du coup c'est vrai que ça me fatigue aussi à un certain moment. J'ai envie de profiter un maximum, mais en contrepartie j'ai besoin aussi de mes moments où je m'isole, de dormir beaucoup. Oui, si, c'est épuisant. Mais c'est une sorte de côté bipolaire, enfin non, plutôt schizophrène, où justement cette envie de tout capter et en même temps ce besoin de se protéger. Mais c'est ça qui rend les choses excitantes aussi, j'imagine. Ça fait un challenge. En fait, je fais un petit peu mon ethnologie quotidienne, on va dire, quoi, j'ai l'impression. Aussi en discutant avec les Éthiopiens pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je le verrai pas forcément en lien avec l'archéologie, avec ce que je fais, non. Bah, des fois, j'ai l'impression que certains animaux sont mieux traités que les femmes, hein. Genre notamment les donkeys, les ânes, voilà. Et ouais. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des conceptions complètement différentes de la vie en général. Mais que ce soit la leur en tant qu'humains ou celle des animaux. Et nous, on est vachement bercés dans le confort et dans le travail qui n'est pas forcément manuel. Et là, on est vraiment dans un autre mode où tout le monde travaille dur, quoi. Et donc, du coup, la vie est plus dure, il y a moins de confort et tout le monde doit travailler dur, et les animaux aussi. Et je crois que ouais, les conditions physiques de tout le monde, que ce soit les animaux ou les humains, sont quand même assez dures. Ouais. Dans mon cursus, en fait, j'ai vraiment... voilà, pour moi, l'Éthiopie, c'était vraiment l'endroit qui m'intéressait. Et donc, j'ai fait ma thèse dessus. Et maintenant, je suis en Afrique du Sud. Je travaille sur plusieurs sites en Afrique du Sud. Mais mon but ultime, c'est quand même de continuer à travailler sur l'Afrique de l'Est. Et j'espère un jour pouvoir avoir mon propre terrain ici, définitivement. Ouais, j'aime le pays et j'aime son archéologie. Et j'ai vraiment envie de continuer, en effet, sur l'Éthiopie. Ouais. Ouais. L'Éthiopie en particulier. Ouais. Je crois que cette attraction vers l'Afrique de l'Est, elle m'est venue même avant, en fait, quand j'avais 18 ans, où j'ai passé un mois au Kenya. C'est là, après ce mois-là, que j'ai vraiment décidé que, quel que soit le travail que je ferai un jour, je voudrais que ce soit sur l'Afrique de l'Est. Et donc je crois que c'est ce voyage-là qui m'a beaucoup changé. Après l'Éthiopie, évidemment, oui. Et le début en Éthiopie était un peu difficile parce que justement, tout est si différent, tout est... Ouais. Tous les codes sont différents de ce qu'on est habitué à voir. Et j'avoue qu'au bout d'un mois et demi, c'est mon premier séjour en master, j'étais contente aussi de retourner en Europe, juste pour souffler un peu. Et plus je suis revenue en Éthiopie, plus je l'ai aimée et plus c'était difficile de la quitter. et si un jour j'ai la chance d'avoir un poste fixe, j'aimerais bien, ça serait vraiment très bien, j'aimerais vraiment habiter ici quelques années pour aller encore plus profond dans cette expérience. Ouais. Alors le Middle Stone Age, on ne sait pas trop quand il commence ni quand il finit. Parce que c'est probablement des transitions qui sont très graduelles, en fait, entre donc, le Early Stone Age
et le Middle Stone Age. On considère à peu près que ça commence vers 300 000 ans. Et ensuite, un autre événement marquant, c'est pendant le Middle Stone Age, c'est les premiers restes d'Homo sapiens qu'on a retrouvés au plus vieux, donc en Éthiopie, entre 195 000 et 160 000 pour les plus anciens. Donc ça vient bien après le début du Middle Stone Age d'un point de vue technologique. Et ensuite, autour de 120 000 ans, on a probablement les premières sorties de l'Homo sapiens d'Afrique, à travers le détroit de Bab el-Mandeb, donc entre Djibouti et le Yémen, ou le canal de Suez, où on ne sait pas trop par où ils sont passés, mais vers la péninsule arabique. Et ensuite, on a encore toute une phase du Middle Stone Age qui continue jusqu'à environ 30 000 ans. Voilà. Donc l'intérêt du Middle Stone Age, c'est l'émergence d'une nouvelle culture avec des identités régionales qui se renforcent par rapport à l'âge choléen, donc au Early Stone Age qu'il y a avant. Et ensuite avec le développement anatomique, des traits anatomiques modernes de l'Homo sapiens, de manière graduelle aussi. Et ça pose beaucoup de questions parce qu'on essaye de voir quelle est la spécificité de l'esprit Homo sapiens, quoi, comme nous. Et ce qui est assez difficile des fois à détecter d'un point de vue archéologique. On peut aussi imaginer un développement anatomique moderne et une pensée moderne qui apparaîtrait plus tard. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend des théories. Et donc en fait, le Middle Stone Age est vraiment au milieu de débats énormes dans la communauté scientifique pour ces raisons-là, avec des théories qui sont très contrastées. Et ça le rend très intéressant. Et c'est des débats houleux, quoi, avec des gens qui vraiment s'opposent. Mais au final, quand on regarde d'un point de vue archéologique, on se rend compte qu'on a très peu de sites. Et que ces sites-là, ils ne couvrent pas du tout toute l'étendue du Middle Stone Age. Donc ça veut dire que d'un point de vue archéologique, on ne peut pas vraiment soutenir ces théories. Surtout sur quand ça commence, toujours le plus ancien, le début. En fait, on ne sait pas. C'est très excitant, moi, je trouve. J'aime bien. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à trouver des sites, continuer à documenter cette période et continuer à avoir de nouvelles théories autour de ces sujets-là. Kas bekas enkulal begru yedal. C'est un proverbe. C'est un peu notre petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé ça très marrant qu'en fait on avait à peu près le même proverbe dans le français et en amérique. Et littéralement, ça veut dire petit à petit, l'œuf se met à marcher. Voilà. Tu peux répéter ? Kas bekas, enkulal begru yedal. Donc enkulal, c'est l'œuf. Voilà. Dans du Middle Stone Age, pouvait occuper aussi les plaines et c'est assez intéressant d'un point de vue archéologique de voir cette succession dans le paysage. Voilà, donc c'est un peu pour ça que je suis là. Ce qui change énormément, je trouve, c'est que ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est souvent des sites de plein air, alors qu'en Europe, on fouille quand même assez souvent des sites en grotte ou en abri. Et ça change quand même complètement la conception la chronologie relative. Alors on va comparer sur des distances assez grandes des sites plus anciens, plus récents. Mais ils vont pas se succéder dans un même endroit, forcément. Ce qui fait que il faut avoir de très bons géologues aussi qui comprennent bien le paysage pour pouvoir associer ces sites et pouvoir voir leur chronologie. Ouais. Et ça, je trouve ça très, très intéressant en tant qu'expérience de terrain. Ouais. Mais moi, ça fait un moment que je suis dans la mission aussi sur la Boulboula, depuis le début à peu près. Et même avant ça, je faisais une thèse sur l'Éthiopie. Déjà, j'avais commencé ma thèse. J'avais déjà en fait commencé en master en 2008.
sur des sites qui sont très près d'ici, très près des Zouaï, du village de Zouaï, à peu près 8 km, quelque chose comme ça. Mais sur des périodes plus anciennes. La conception des habitations, des occupations anciennes, et aussi comment appréhender d'un point de vue méthodologique les sites archéologiques. Et ça ne va pas être non plus les mêmes résolutions, et les mêmes résolutions, parce qu'on ne va pas avoir forcément des successions d'occupation sur, je sais pas, plusieurs mètres, avec des occupations qui se succèdent. D'année en année. Voilà, oui, ou de période en période, on va plutôt faire ce qu'on appelle la chronologie. Et quand François du coup a commencé sa mission LSA à Zouaï, et c'était une opportunité pour moi aussi de voir un petit peu plus ce qu'il y avait comme archéologie dans le paysage, même si c'est des périodes un peu plus récentes. Et voir éventuellement le lien qu'il y a entre les habitations anciennes, Middle Stone Age, qui sont dans les hauteurs, et ce qui se passe dans les plaines, probablement plus récemment. Quand le lac se retire, du coup, les gens